Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent les enjeux de l'écologie dans l'aventure humaine, avec Dominique Bourg et Dipesh Chakrabarty, animé par Pamela Oene-Naiko, avec interprétariat de l'anglais par Laurent Lefort et enregistré le dimanche 1er septembre au Casino de Morges. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde qui va parler donc l'écologie aux prises de l'aventure humaine avec deux auteurs de taille. Ah, bon, alors pour le coup, ils sont les deux à ma droite, donc ça va pas vous aider, mais avec Dominique Bourg et Dipesh Chakrabarty, qui, voilà, nous fait l'honneur d'être avec nous en Suisse, qui nous vient du coup de l'université de Chicago. Donc on va discuter surtout des deux derniers livres que les deux auteurs ont publiés. Alors ils ont quand même une vaste bibliographie, mais vraiment pour discuter de quels sont les enjeux de nous, êtres humains, en tant qu'espèce, on reviendra dessus, dans cette crise climatique. Alors juste quelques notes biographiques pour les présenter. Et aussi une information, alors là c'est un peu pratique technique, je vais faire une modération bilingue, donc quand je m'adresse à Dipesh Chakrabarty, je vais parler en anglais, quand je m'adresse à Dominique Bourg, je vais parler en français. Tout ce qui est dit en anglais sera traduit par Loman. Donc a priori ça devrait aller, on a déjà travaillé ensemble, tout ira bien. So Dipesh Chakrabarty, welcome once again to Morges. So you're a historian at the University of Chicago. You're known for your participation formerly in the collective subaltern studies. In 2000, you published the book Provincializing Europe. And in 2003, there happened what could be called sort of an epistemological question that maybe turned into what you yourself called as what happens when your discipline is in a crisis. And so it was a bushfire in Canberra, and it made you question the impact of the Anthropocene on our understanding of history, of the writing of history, but also as human beings. And this question has led you first to publish an article in 2003, but also the book in 2001, The Climate of History at the Planetary Age, which is the original version of today's book. Donc, après le changement climatique, Penser l'histoire, that was published last year, and for which you received the 2024 European Prize for Essays. So once again, welcome. And today you are in conversation with Dominique Bourg. Donc, Dominique Bourg, vous êtes philosophe. Pardon. La première erreur. Non, parce qu'on va le faire, ça. Je vais le faire. Pour votre information, les pauses seront plus courtes. Vous pourrez suivre un peu plus près de ce que vous comprenez l'anglais ou que vous ne compreniez pas le français. Vous suivrez tous et toutes au même rythme. Donc, introduction de Dipesh Chakrabarty. Vous êtes historien à l'université de Chicago. Vous êtes connu pour votre participation au collectif Subaltern Studies, qui a donné naissance aux études postcoloniales. Vous avez ainsi publié en 2000 Provincializing Europe, Provincialiser l'Europe. En 2003, vous avez cependant connu un changement climatique à la suite d'un incendie de brousse à Canberra, où vous viviez et où vous étudiez. Cela vous a amené à vous interroger sur le rôle des êtres humains comme agents géologiques, comme le postule l'Anthropocène. Depuis, vous vous interrogez sur ce que ce nouveau paradigme fait ou devrait faire pour notre compréhension de l'histoire. En 2021, vous avez publié la version anglaise du livre d'aujourd'hui sous le titre « The Climate of History at the Planetary Age ». Le livre dont nous parlons aujourd'hui, « Le climat de l'histoire à l'ère planétaire », c'est la traduction littérale du titre anglais, qui a été traduit en français par « Après le changement climatique, penser l'histoire ». Il a été publié en 2023. Ce prix a remporté il y a peu le prix européen de l'essai, prix 2024. Donc, bienvenue. Et aujourd'hui, vous êtes en conversation avec Dominique Bourg. Donc, Dominique Bourg, vous êtes philosophe. Vous avez une très longue bibliographie qui porte notamment sur les questions écologiques. Donc, c'est vraiment des questions qui vous occupent déjà depuis, en tout cas, les années 90, si j'ai bien lu... Voilà, au moins depuis les années 90. Donc, vous avez été notamment professeur à l'Université de Lausanne à la faculté des géosciences et de l'environnement. Et
les thématiques qui vous ont occupé. Alors, je vous admets avoir pas tout lu, hein, mais en tout cas, j'ai compris que les questions qui vous ont occupé pendant toutes ces décennies sont notamment le rapport des humains à la nature, à la terre, mais aussi fondamentalement la politique de l'écologie et les questions éthiques de la durabilité. Donc, et ce qui est aussi notoire, c'est que vous vous intéressez aussi notamment aux formes de spiritualité, ce qu'elles peuvent entraîner, alors ce que les religions peuvent entraîner comme conception à la nature et à la domination, mais aussi quelles formes possibles via les spiritualités. Donc ça, c'est aussi un angle qui vous a occupé. Et votre nouveau livre, donc, est paru cette semaine. Il s'appelle Dévastation. Et c'est la première question vous revient. Vous parlez de dévastation au singulier. De quelle dévastation s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et surtout, pourquoi la qualifier ainsi? Eh bien, je vais répondre avec le marquis de Sade. Parce que dans Juliette, Madame de Clerville s'interroge sur ce que serait le crime le plus parfait, le crime le plus important. Et elle le définit de la façon suivante: c'est un crime, donc une destruction, quelque chose de négatif, de destructeur, qui se prolongerait largement au-delà de l'action initiale. Eh bien, c'est la parfaite définition de la destruction environnementale. Quand vous commencez et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le système Terre, quand vous commencez en quelque sorte à vriller le système, et on y contribue tous d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça va perdurer pour une durée extrêmement longue. Et de toute façon, le monde que nous sommes en train de quitter, nous ne le retrouverons plus. Donc, je montre que la figure, effectivement, la plus, si vous voulez, la plus forte de ce qu'on appelle le mal, de la question traditionnelle du mal, c'est aujourd'hui l'altération et même la réduction de l'habitabilité de cette planète. Et on peut être très précis si ça intéresse sur le sujet, et rapidement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi un angle qui m'a frappé, c'est que votre livre a vraiment pour objectif de traiter du mal, non pas dans sa définition, on va dire, morale, jugeante, entre ce qui serait mal ou bien, mais vraiment de, comme vous venez de le dire, une définition du mal qui vient de son ampleur et la succession. Donc on reviendra en effet sur la question écologique, mais que vous ralliez aussi à des formes politiques, notamment les démocraties, chose qui m'a aussi interpellée. Merci. So Dipesh Chakrabarti, your book also admits and goes more along the lines of the one of Dominique Bourg, that there's an ongoing process of destruction. You might not call it devastation, but I think you reach the same conclusions, and that the world is becoming less and less habitable, a term that Dominique Bourg has also mentioned right now. Nevertheless, one of the central questions you ask in the book, and that also translate in both titles, is really how does the impact of this category planetary inform our understanding of history? But what you call history is also our understanding of human history and how that should maybe shift into a different understanding of history. Could you please delve on that so that the audience can get an idea of the main question that you try to ask in your book? Thank you. Sure. Of course. Donc, maintenant une question pour vous. Donc vous ne parlez pas de dévastation, néanmoins votre livre admet qu'il y a eu et qu'il y a toujours une extinction des espèces et que le monde devient de moins en moins habitable. L'une des questions centrales que vous posez dans votre livre est l'impact du planétaire sur notre compréhension humaine de l'histoire humaine et du présent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? So, thank you, Pamela, for your question. And I have to get used to this interesting rhythm of tradition as we speak. So if I take off from what Dominique Bourg was saying, that the devastation we have already caused, or let's say this capitalist neoliberal system has caused, is going to last for a long time. So it is clear that the average warming will be more than 1.5 degrees Celsius. We will probably end up between 2 and 3 degrees Celsius by the end of the century.
And this kind of projection forward has an impact on how you think backwards historically. And so just to put one more sentence to let Loman translate, is that earlier we wrote human history taking what we call nature as the background. But we have actually affected the background so much that we realize it interacts with what we do. So the background is now the foreground. It's no longer a passive background. And therefore, historians have to think both the short term and the long term and the very long term together. So if you want to, let me stop there and let Loman translate. Merci Pamela. Donc, il va falloir que nous habitions à ce rythme de traduction. Donc, si je pars de la question que vous venez de me poser, cette dévastation est déjà là. Nous l'avons causée. Ou plutôt, c'est le capitalisme ou le néolibéralisme qui a causé cette dévastation. Et cette dévastation va durer pendant très longtemps. Donc une augmentation de la température de 1,5 degré, non, on va aller bien au-delà. On va atteindre 2 degrés, 3 degrés d'ici la fin de ce siècle. Et donc, cette manière d'envisager le futur a des conséquences sur notre manière d'envisager le passé. Avant, l'histoire humaine était conçue comme se déroulant dans un décor, et le décor de l'histoire humaine, c'était la nature. C'était la toile de fond. Maintenant, cette toile de fond est sur le devant de la scène. Et ce n'est plus un décor passif, c'est quelque chose qui est actif. Et cela va impacter la vision que les historiens ont du court terme, du moyen terme et du long terme. So, just to add to that quickly, again, going back to the question of how does it change historical pensée de l'histoire, is that as an anti-colonial historian, I used to think about freedom. And I used to assume, almost like in a Sartrean way, that nations, groups, classes have the freedom to choose in a relatively unrestricted way, right? Whereas today you realize the world is changing so fast that more powerful people, more powerful agencies are changing the world so fast that you are negotiating freedom in the context of those changes. So you may want to decarbonize by, let's say, 2050. But more powerful forces may make it impossible to decarbonize by, let's say, 2070. So your freedom to act is being even more powerfully restricted in today's world. Yeah, thank you. Donc je reviens à la question, comment cela impacte l'histoire ? Bien moi, comme historien anticolonialiste, j'avais pris l'habitude de penser à la liberté un peu comme le proposait Sartre, c'est-à-dire que les nations, les groupes, les classes étaient pratiquement libres de penser ces notions comme elles l'entendaient, presque sans restriction. Mais maintenant, le monde change tellement rapidement que nous devons négocier les libertés et la manière dont nous les percevons dans ce contexte de changement permanent. Nous pouvons très bien dire, très bien, nous allons décarboner nos sociétés d'ici à 2015. Mais les forces en présence qui s'opposent à cette décarbonisation sont tellement puissantes que nous ne pouvons pas simplement décider de faire les choses comme ça. Alors justement, sur ce prise de la liberté, je reviens à vous, Dominique Bourg. Alors c'est une question que vous abordez, il me semble, notamment à travers justement votre analyse d'une forme du mal que vous investiguez, à savoir justement les formes de
est-ce qu'on pourrait même encore appeler ça de la politique, mais en tout cas des mascarades de la politique qui, comme vous le dites, mettent à mal les démocraties. Donc je vous voyais aussi hocher à ce que Dipesh Chakrabarty posait comme constat. Est-ce que déjà c'est un constat que vous partagez, et si oui, dans quelle mesure? Et ça me permettra ensuite de faire le lien, en tout cas le pont dans ce qui vous assemble, à savoir la question de la modernité. Donc première question, et ensuite on rebondit sur la modernité. Tout à fait. Alors deux mots pour rendre hommage à l'œuvre de Dipesh Chakrabarty. C'est un des tout premier à avoir compris effectivement qu'on changeait mais radicalement d'époque par rapport à toute l'histoire humaine et la préhistoire antérieure, et il exprime ça avec cette différence entre le global qu'on connaît aujourd'hui avec la mondialisation et puis le planétaire qui nous ramène à notre statut d'espèce. Donc c'est un des premiers à avoir décrit, si vous voulez, le fond à partir duquel en quelque sorte il convient de penser. Alors juste après ça, pour revenir sur la question de la liberté, on a quand même, avec les modernes, on a défini la liberté de façon assez particulière. En fait, on l'a définie d'une manière économique déjà avant tout, en privilégiant nos capacités à changer le monde, à augmenter nos activités, et en fait en mettant en quelque sorte entre parenthèses ce qui est le fond. Vous avez ça dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ma liberté s'arrête quand commence celle d'autrui. C'est-à-dire c'est le principe selon lequel je ne dois pas imposer de souffrance à d'autres personnes. Or, il y a un domaine où on a suspendu ça, c'est le domaine, si vous voulez, de la vie économique. La concurrence, alors là, évidemment, vous ne tuez pas votre concurrent au sens propre et vital du terme, mais vous pouvez l'assassiner économiquement. Effectivement, la vie économique, vous avez vu, les entreprises, elles naissent et elles meurent. Elles sont régulièrement assassinées. Et puis, si vous regardez du côté de certaines figures aujourd'hui, alors ceux qu'on appelle les libertariens, vous avez, dans l'actualité, vous avez Durov, vous avez Musk. Alors il est clair que ce qui arrive à autrui, ce n'est pas franchement leur premier souci. Et ce qui arrive à la nature, ça n'est pas non plus leur premier souci. Il faudrait qu'on revienne à une idée grecque de la liberté. La liberté, c'est ce que font la loi. Parce que pour que je sois libre, il ne faut pas que je sois en but à l'arbitraire d'autrui. C'est pourquoi c'est la loi qui nous rend libres. Et par rapport aux questions de la nature, c'est exactement le vrai problème. C'est la loi qui nous rendrait libres. Or, nous ne voulons pas l'entendre et on continue à valoriser une idée de la liberté qui est purement individualiste, qui est la liberté de changer le monde autant qu'on veut, quitte à le détruire. Or, les amis, c'est déjà bien engagé. Et ce qui est très intéressant, et là encore une fois, c'est un pont que vous faites les deux, et j'imagine que c'est quand même discuté plus largement, c'est en effet ce sentiment de liberté qui a aussi été avec l'histoire des modernités, donc avec justement l'établissement des démocraties, l'économie que vous décrivez, le libre marché, une dissociation aussi de l'homme avec la nature et de cette idée que la nature n'était plus censée brimer l'être humain dans ses aspirations à. Or, nous sommes arrivés à une époque où là, il va falloir faire avec et accepter qu'il y a peut-être plus grand, plus fort que nous. Alors, politiquement, ils sont quand même un peu forts, ces gens, mais aussi quand même sur le plan planétaire. Planétaire. Alors, je vous propose alors encore une fois, vous avez écrit 2 œuvres singulières, et ce qui me semble intéressant, c'est maintenant de vous mettre un peu en discussion, de voir où est-ce qu'il y a des ponts, mais aussi où est-ce que peut-être sur certaines, peut-être pas subtilités, mais des termes, vous pouvez avoir des opinions peut-être divergentes, et ce serait l'occasion de voir. Alors, dans cette question des modernités, alors je ne sais pas si, quand on parle de modernité, c'est peut-être clair pour tout le monde, alors peut-être vous pouvez donner votre idée de la modernité, mais c'est un moment en tout cas de l'histoire qui se résume par les technologies politiques, la démocratie, le libéralisme, etc. et tout, et une période qu'on date aussi avec l'expansion coloniale européenne. Et donc vous
qualifiez en fait de, alors vous remontez même au néolithique. Alors je vous avoue que là, pour moi, historienne contemporaine, c'est très lointain, mais vous parlez déjà d'une révolution moderne qui aurait débuté au néolithique. Alors je pourrais vous laisser développer là-dessus, mais que finalement, le problème que nous avons, auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est surtout un problème issu de la modernité occidentale. Est-ce que vous pouvez développer cette pensée-là, s'il vous plaît? Oui, alors la modernité née en Europe, on peut dire, disons, entre la fin du XVe et puis le début du XVIIe, et avant même qu'on parle de démocratie, parce que ça c'est conditionné par une révolution antérieure, même si les formes démocratiques sont universelles. Enfin, c'est la thèse d'Amartya Sen, mais je crois qu'elle est très, très juste à ce sujet-là. Mais ce qui est très important, c'est que nos relations à la nature vont changer du tout au tout. Avec les modernes, la nature n'est plus qu'un agrégat de particules matérielles, sans aucune intériorité, donc sans intelligence, sans sensibilité, etc. Et le monde se structure et s'organise autour du choc de particules inertes dont on va pouvoir décrire et prédire les mouvements par ce qu'on va appeler les lois de la nature. Et donc, si on comprend effectivement nos relations à la nature ainsi, la nature n'a aucune valeur. Elle n'est qu'un stock. Et ce qui va la valoriser, c'est la transformation progressive de ce stock par les activités humaines en marchandises, à vendre sur un marché. Et il y a une congruence entre, si vous voulez, cette approche qui amène la naissance de la physique moderne et puis la façon dont on avait fini par interpréter la Bible et notamment le livre de la Genèse. C'est très proche de Genèse 1, 26, 28, c'est-à-dire vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc la créature humaine est exceptionnelle, elle n'a rien à voir avec les autres. En fait, nous autres humains, nous sommes étrangers à la nature. Il n'y a aucune solidarité entre nous et quelque être naturel que ce soit. Et en fait, la destinée humaine, c'est de s'arracher à la nature en l'artificialisant indéfiniment. Ça, c'est le projet moderne. Alors, pour reprendre les choses avec les termes de Dipesh Chakrabarty, ça va donner la globalisation. Et la globalisation va se confronter à la planète. Et je vais juste reprendre un peu ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Quand on parle d'altération et même de réduction physique de l'habitabilité de la planète, alors habitabilité c'est plus large que pour les êtres humains, mais là on va peut-être focaliser dans un premier temps sur les êtres humains, et on va regarder la distribution des populations humaines sur Terre. En fait, que vous regardiez aujourd'hui, que vous regardiez 1800, 1700, vous pouvez même remonter comme ça, elle n'a pas changé en termes de proportion. Évidemment, la démographie a changé, mais les lieux habitables et les lieux qui sont les plus facilement habitables sont les mêmes. On peut diviser les zones sur Terre entre si vous voulez, les aires tempérées entre 11 et 20 degrés, les aires tropicales entre 21 et 30 degrés. Dans les aires tempérées, c'est là où il fait le plus chaud, en moyenne territoriale annuelle, que vous avez la densité de population la plus élevée. Et dans les aires tropicales, la densité de population la plus élevée, vous l'avez plutôt vers 24-26 degrés. Quand vous passez de 27 à 30, là, ça va au mieux se réduire de moitié. Parfois, dès 29, il n'y a plus d'habitat humain. Et au-delà de 30, il n'y a plus d'habitat humain. Or, et donc, en d'autres termes, si vous avez une augmentation de la température de 3 degrés, comme là on est plutôt du côté des tropiques, la moyenne de la Terre et la moyenne locale ne va pas beaucoup changer, en fait, ces terres-là vont devenir inhabitables. Si vous ajoutez maintenant d'autres phénomènes, comme par exemple la remontée du niveau des mers avec le recul du trait de côte. Vous regardez le régime des pluies. Et quand vous avez un réchauffement, alors en laboratoire, si vous avez un réchauffement d'1 degré, vous avez 7% d'humidité de plus dans l'espace en question. Dans la nature, c'est un peu moins. Mais donc, un réchauffement, on est pratiquement à 5 degrés. C'est presque 10% d'humidité en plus.
Donc ça vous donne des pluies désormais qui sont avec une intensité terrible. Vous avez entre 500 et 1000 mm en quelques heures, et parfois même en 1 ou 2 heures. Bon, même en pleine, vous pouvez avoir une déstructuration des sols. Vous ajoutez à ça la fonte du pergélisol, et puis vous ajoutez la chaleur humide, je vais en parler. Ça, c'est un phénomène assez nouveau, on ne s'attendait pas du tout à ça. La chaleur humide à Morges, on sait un petit peu ce que c'est, mais on reste quand même à un niveau qui n'est pas, rassurez-vous, un niveau mortel. En revanche, Inde, Chine, on est très proche déjà du niveau mortel. Donc, en plus de ce que j'ai dit, vous ajoutez ces phénomènes-là, vous avez une planète qui est en train de devenir très nettement moins habitable. Donc, le résultat de la modernité, le résultat de la maîtrise de la nature, c'est une dépossession par rapport à nos propres territoires. Ouais. Et pourquoi la qualifier très rapidement d'occidentale ? Alors, d'occidental, je vous dis, parce que cette vision des choses, elle s'est imposée par la technique, par l'expansion du commerce, etc. Alors, avec la globalisation au sens économique du terme, on a imposé ce mode de relation aux choses un peu partout, même si vous avez évidemment des poches de résistance. Si vous voulez, notre manière nouvelle de voir le monde est solidaire de la naissance de la physique classique. Je veux dire, la physique classique, aujourd'hui, elle se pratique partout. Et donc, partout, on a induit une nouvelle relation au monde dont on commence seulement désormais à mesurer les effets, y compris les effets tragiques. Dans un premier temps, ça a été une embellie, évidemment pas pour tout le monde, vous savez très bien. On a là précisément un auteur qui s'est fait connaître pour ses travaux sur une approche décoloniale. La colonisation a été meurtrière. Et donc cette façon de voir s'est étendue un petit peu partout. Et puis aujourd'hui, vous avez des puissances coloniales extrêmement sauvages qui n'ont pourtant pas grand-chose à voir avec ça. Si vous prenez, je ne sais pas moi, la Russie aujourd'hui, un pays totalement sympathique. Si vous prenez la Chine, elle affirme son ambition néocoloniale. Demandez aux Philippins, ils auront des choses à vous dire, etc. Donc on a bien un imaginaire humain qui s'est imposé, qui s'est diffusé un peu partout, même s'il est né dans une région géographique plus particulière. Ouais. Et c'est là-dessus que je trouve qu'il y a une discussion intéressante justement à avoir avec donc la pensée de Dipesh Chakrabarty. So, Dipesh Chakrabarty, feel free if you want to comment on some aspects that Dominique Bourg set forth. But also, what I found interesting is that in your book, some people might expect that because you were one of the founding members of the Subaltern Studies, because also of your post-colonial take, you would be very critical about the colonial moment, let's put it that way. What I find striking and very interpening, and I thank you for that, is that you kind of bring in complexity, which Dominique Bourg also pointed to, which says, yes, coloniality played a role. The colonialism as a historical phenomenon played a role and probably is still ongoing. However, it's not enough to understand current practices and aspirations of, and you also mentioned that yesterday, middle classes in India and China, two countries that were also mentioned by Dominique Bourg. Could you also explain your take on how can we understand the current crisis from the point of view of India? Maybe India, we can stick to India so that we also keep time, but from the point of view of middle classes in India in terms of post-colonial aspirations. Thank you. Okay. I'm learning. Il dit qu'il est en train d'apprendre. Je ne sais pas. Donc, je vous invite déjà à réagir aux propos de Dominique. Et également, vous écrivez, donc en tenant compte du fait que vous faites partie du groupe qui a créé les Subaltern Studies et les approches post-coloniales. Donc vous parlez également vous-même de complexité, de l'impact du colonialisme, de la colonialité. Mais néanmoins, vous dites que cela ne suffit pas pour comprendre la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le colonialisme a également créé les classes moyennes en Inde, en Chine. Vous êtes issu de ces classes moyennes. Mais comment peut-on comprendre donc le changement climatique du point de vue post-colonial et en étant issu d'une classe moyenne?
Thank you. I'll answer it in two parts to help Lumano keep up with me and the audience. So, again, picking up from some of the things that Dominique was saying, in the Subaltern Studies Collective, in the 1980s, there was a moment which, in today's terms, you could call the decolonial moment. And the decolonial moment was that my friends, colleagues, comrades in Subaltern Studies, some of them, were saying everything in the world is horrible because the Europeans developed the Enlightenment. Enlightenment rationalism is the curse of the world. And they would go back and read Frankfurt School or some remarkable stances taken by Gandhi. So Gandhi wrote a piece in 1909, which he always swore by, called Hind Swaraj, independent self-rule for India, where he basically said we don't need industrial civilization. Industrial civilization. So this idea that we should expel Europe from within us was there in Subaltern Studies. And provincializing Europe was an argument with my friends that we could provincialize Europe but not expunge it for this reason, and particularly the Enlightenment. Two voices were more powerful in my head than Gandhi's. One was Frantz Fanon, Wretched of the Earth, ending by saying that all the ingredients for human emancipation are there in European thought, but Europeans don't know how to apply them because they become racists. It is up to the colonized to complete the European project of emancipation. The other thing was, okay, so in three parts then. C'est pour vous parce que... Yeah, carry on. Donc il va répondre en deux parties pour que ce soit un peu plus court. Enfin, pour que je puisse vous parler en deux parties, on va faire ça en plus de deux parties. Donc suite aux propos de Dominique, moi je veux revenir donc au collectif Subaltern Studies qui, dans les années 90, ont produit un moment qu'on pourrait qualifier de décolonial. Ce moment décolonial, c'est le moment où mes collègues ont déclaré que tous les maux qui ont touché les pays colonisés venaient des Lumières de l'Europe, de l'époque des Lumières. Gandhi, en 1909, a écrit que l'Inde n'avait pas besoin d'une industrialisation de civilisation. En gros, il s'agissait de nous purger de l'Europe qui était en nous, que nous avions intégrée. Et c'est lorsque j'ai écrit « Provincialiser l'Europe » que j'ai lancé un débat avec mes collègues. Et donc, mes collègues étaient d'accord avec ce que je disais, mais n'allaient pas jusqu'à dire qu'il fallait littéralement nous purger de cela. C'est-à-dire nous purger nous-mêmes de l'Europe et des Lumières. Frantz Fanon a lui-même dit que tous les ingrédients pour l'émancipation se trouvaient dans la pensée européenne, mais que les Européens n'étaient pas allés jusqu'à appliquer ces éléments qu'ils avaient eux-mêmes développés dans leur pensée parce qu'ils avaient d'autres intérêts en tant que colonisateurs. And the other voice in my head was that of the leader of the people considered untouchable in India. So one of the most exploited people. And this man was B.R. Ambedkar, who was one of the framers of the Indian Constitution later. And Ambedkar was constantly expressing his investment in the European Enlightenment. So John Rawls' theory of justice said that in any order of justice, whether in thinking or in the world, you have to think about how it helps the most disadvantaged position. And in my head, the untouchable was the most disadvantaged position. And their leader was saying, we want enlightenment. European enlightenment, because he said, I wish
Indian history started from 1789. So, yes, provincialize Europe, but understand what the exploited has invested in the dream of freedom that Europeans have brought to everybody. Secular freedom, not freedom in the eyes of God, not freedom in next life, but freedom in this life. Material, spiritual freedom in this life. So I'll let Loman speak and then I'll have two more things to say. Yeah. Il y a également une autre personne à laquelle je pense, c'est le leader de la caste des intouchables, Ambedkar, qui a présidé à l'élaboration de la constitution indienne et qui lui-même souhaitait également que les Lumières guident l'Inde. Mais il me semble que tout ordre de justice ne peut être évalué qu'à la lumière de ce qu'elle apporte aux personnes les plus démunies. Et pourtant, ce leader souhaitait que l'histoire de l'Inde, quelque part, commence en 1789. Il s'agit donc de comprendre comment le rêve de liberté apporté par les Européens, mais cette liberté, c'est une liberté séculaire, ce n'est pas la liberté après la mort, ce n'est pas une liberté religieuse, comment ce rêve de liberté a impacté les populations colonisées. So then I think of two people, again, on freedom. So Immanuel Wallerstein, the sociologist, said modernity means two kinds of freedom. Freedom from exploitation by other humans or oppression, and freedom from the thraldom, rule of nature over us. And Hannah Arendt, looking at anti-colonial movement, said there are two kinds of freedom defining modernity. One is, she said, freedom from fear. She doesn't define, but fear of white people, fear of ghosts, whatever. And freedom from want. Having enough to eat, having enough to, so that you don't have famine. It's the second freedom. Wallerstein's freedom of domination over nature, and Hannah Arendt's freedom from want, which is legitimate. It's how we have pursued those two freedoms have landed us where we are. So for my work, the relationship between this book, Climate Change and Provincializing Europe, is what happened to the history of freedom. Freedom became freedom. This particular search of freedom has ended up where we are slaves of energy. Energy, availability of energy liberated us from slavery. Right? You can big buildings without forced labor. But this addiction to a lifestyle based on cheap and plentiful energy, supplied so far mainly by fossil fuels, has left us in a state where we can imagine giving up fossil fuels. But we can't imagine life without so much electricity. So a friend of mine argues that electricity is the unconscious of modernity. Thank you. Donc Wallerstein a défini la modernité comme deux types de liberté. La liberté de l'exploitation, l'exploitation de l'homme par l'homme, et se libérer de la nature. Hannah Arendt, elle, a parlé également de deux types de liberté. Ne plus avoir peur, en l'occurrence, ne plus avoir peur de l'homme blanc, des fantômes. Et deuxièmement, ne plus avoir peur d'avoir faim. Donc, le fait que nous ayons souhaité acquérir ces libertés, c'est-à-dire ne plus être exploités, ne plus avoir faim, nous a amenés où nous en sommes aujourd'hui. Et dans ce livre, dans le livre que j'ai écrit, je parle de ces libertés et de la manière dont elles ont fait de nous des esclaves de l'énergie. Parce que l'énergie nous a libérés de l'esclavage, mais nous a rendus addicts au style de vie que nous menons aujourd'hui. C'est un style de vie qui repose sur les énergies fossiles.
Donc, on peut facilement penser qu'il faut se libérer des énergies fossiles, de tout ce que l'on extrait. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile de se dire on va arrêter de mener le style de vie que nous aimons tant. Je vous remercie, Dipesh Chakrabarty, d'avoir pointé justement ce paradoxe auquel vous pointez aussi, Dominique Bourg, et ça sera le dernier tour, étant donné qu'on va s'arrêter à 45 de notre côté, de manière à aussi vous laisser du temps pour vos questions. Donc s'il y a des personnes déjà qui sont en train de réfléchir à des questions, merci de les noter. Donc Dipesh Chakrabarty, justement, à partir de l'idée de liberté, vous en êtes arrivé à la question des technologies, question qui vous a aussi occupé Dominique Bourg. Et je vais proposer des choses où je vais m'en sortir avec mes deux mains. Mais c'est juste de lire peut-être 2 extraits de chacun de vos livres qui abordent à la fois votre positionnement sur la question de que faire de ces technologies qui créent un paradoxe. En même temps, c'est des technologies qui nous permettent de vivre en tant qu'être humain, et c'est peut-être même des technologies qui vont nous permettre de survivre dans un climat de crise climatique et planétaire. Et en même temps, ces technologies sont, en tout cas en grande partie, le problème. Donc je vais lire un premier passage de votre livre Dévastation et un passage que je pense rentre en résonance du livre de Dipesh Chakrabarty, qui permettra aussi de réfléchir à, alors non pas des pistes que vous avez imaginées, mais en tout cas les propositions que vous faites pour aller de l'avant. Alors, on va y arriver. Donc, vous dites, et je le prends en passage comme ça, donc c'est en gros, quelles sont, je résume à ma manière, quelles sont un peu déjà les nouvelles manières de penser technologie et durabilité, mais au sens d'éthique écologique qui sont quand même à fin de préservation, et vous justement signalez encore l'actuel essor des droits de la nature, donc là je cite, l'idée de biorégionalisme, le mouvement en faveur de l'émergence de nouvelles forêts primaires et plus largement les propositions de renaturation, l'émergence de sensibilités nouvelles au vivant, de spiritualité, alors là vous faites une note qu'il faut aller lire un autre ouvrage sur lequel vous avez développé, ancré dans la nature, qui finissent par dessiner un nouveau paysage socio-naturel. Il n'est pas difficile de discerner dans toutes ces évocations autant de jeunes pousses en harmonie avec l'agroécologie, plus largement avec le refus de diverses postures de domination et de quête éperdue de la puissance qui laissent imaginer l'essor d'une ou 2 civilisations nouvelles. Alors en résonance avec ce passage, Dipesh Chakrabarty parle en tout cas de 2 appels qui sont faits, dont le deuxième est un appel à travailler en direction d'une planète qui n'appartient plus à l'ordre à dominante humaine que les empires européens, les nationalismes postcoloniaux et modernisateurs et la globalisation capitaliste et consumériste ont créé au cours des 5 derniers siècles, avec l'accélération du rythme des événements après les années 50, quelle que soit la façon dont les hommes entreprennent d'affronter cette situation, et là je fais une coupure, ils devront s'orienter à partir de 2 entités conceptuelles liées mais différentes, le globe et la planète, le premier restant une construction humanocentrique, le second décentrant l'humain dans nos récits du monde. Alors Dominique Bourg, vous pointez en effet du doigt dans ce passage qui vraiment est un résumé de toutes les autres propositions et lectures que vous faites de ces différentes techniques. Quelle est votre posture en fait par rapport à ces différentes technologies et que envisagez-vous quand vous parlez de... Alors vous utilisez, il me semble, le terme de refonte de civilisation, en tout cas de faire nouvelle civilisation. S'agit-il d'une civilisation ou de plusieurs civilisations possibles ? Plusieurs. La diversité, si vous voulez, c'est la marque de tout ce qui existe sur Terre, et quand politiquement vous niez la diversité, c'est l'autoritarisme, c'est le fascisme, etc. Donc non, Dieu merci, des civilisations, il devrait y en avoir plusieurs, et c'est en soi une excellente chose. Maintenant, pour revenir, si vous voulez, sur la question des techniques, ma première chose, si vous voulez, il n'y a pas d'humanité sans technique. Le problème, c'est pas la technique, c'est quel type de technique et quel usage on en fait. Et puis quelles sont les limites
des techniques. Vous vous en souvenez, quand j'ai défini la modernité, c'était l'idée d'un programme d'artificialisation indéfinie. Et le soviétique, c'était un astrophysicien, je crois, Nikolai Kardashev, imaginait, lui, 3 types de civilisation. Premier type, on allait détruire jusqu'au noyau de la Terre. Alors, on a seulement commencé, les amis, on n'a pas encore fini. Ensuite, après, on détruisait le système solaire. Et après, on se transformait en chancre de la galaxie. Donc ça, c'est le rêve moderne. C'est pas tout à fait le mien. Le mien. Oui, et je pense pas que même le premier type de civilisation, c'est vraiment à la russe, ça. Le premier type de civilisation, on puisse l'achever. On est en train justement d'échouer là-dessus. Alors, ce qui est très différent aujourd'hui par rapport à ce qui existait, alors même à l'échelle internationale, avec quand des gens comme Jacques Ellul, que j'aime beaucoup par ailleurs, étaient des penseurs tout à fait en vue, on s'en prenait à la technique. Aujourd'hui, on essaie d'ouvrir le champ et il y a beaucoup de réflexions. Il n'y a pas que de réflexions, il y a des choses qui se font, par exemple, avec les low-tech. Et probablement que le monde de demain sera un mélange avec certaines high-tech et du low-tech. Et il y a des choses qui vont beaucoup plus loin. Alors, je ne peux pas développer, mais ça allait dans ce livre, de montrer, si vous voulez, comment nos techniques nous font faire une nature qui, à partir de la combinatoire à partir de laquelle la nature s'est elle-même construite, c'est une espèce de nature alternative et que la nature référent accepte assez mal. Je vais prendre l'exemple, si vous voulez, des plastiques. Les plastiques sont des macromolécules, les polymères c'est des macromolécules. Quand la nature fait des macromolécules, elles sont métastables, c'est-à-dire qu'elles existent tant que l'organisme lui-même existe. Lorsque l'organisme meurt, eh bien, ces macromolécules repartent dans leurs éléments initiaux, elles rentrent à nouveau dans le cycle de la vie. Nous, non. Nos plastiques, au mieux, la nature les fragmente et ils s'accumulent partout, dans les sols, dans l'air, dans l'eau et dans nos cellules. Donc c'est un petit peu comme si, face à nos manières de produire, la nature restait comme ça. Elle ne sait pas qu'en faire. Et nous, on pète tout. En général, on est plutôt fiers de le faire. C'est pas génial. Et donc, le monde qui vient, va falloir repenser même nos manières de produire. Par exemple, vous avez un biologiste que je trouve très intéressant, un jeune biologiste qui s'appelle Olivier Amand. Il dit, ben voilà, la nature, elle vise le robuste. Et il donne l'exemple de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est 1% de rendement. Vous dites ça à n'importe quel ingénieur, alors là, vous n'avez pas votre diplôme. Hein. C'est totalement minable. Bon, oui, mais ok, mais si on voulait avoir un rendement bien supérieur, la photosynthèse ne marcherait que quelques millisecondes dans la journée quand tous les photons sont alignés. Donc non, la nature, elle est robuste. Nous, de temps en temps, elle cherche la performance, mais en général, elle est plutôt robuste. Et nous, au contraire, on a cherché partout l'extrême performance. Mais la performance, on l'obtient quand on s'isole de tout le reste. Et nos plastiques, encore une fois, ils sont hors nature. Ils pètent tout. Donc on ne va pas continuer à les produire indéfiniment. Il va donc falloir aussi que nos techniques évoluent. De temps en temps, on gardera certains aspects de performance, la nature aussi. Hein, quand vous regardez les palmes d'un manchot, il est là sur la glace pendant des heures et vous avez remarqué que ses pieds ne sont pas gelés. Hein. Alors nous, ça serait assez rapide. Donc non, il y a une vascularisation dans le genou. De temps en temps, la nature peut être performante, mais en général, elle est robuste. Eh bien, il va falloir qu'on apprenne nous aussi à produire très différemment. Je ne veux pas développer, mais beaucoup de choses se sont nouées au néolithique, notamment toutes les dominations, à commencer par celle de la nature, avec l'invention de l'agriculture. Les êtres humains se sont mis en tête que pour produire la nourriture, il fallait ne pas du tout faire comme la nature. La nature, quand elle produit de manière générale, c'est toujours avec un jeu entre différentes espèces, avec une complémentarité entre les espèces. Les hommes se sont mis en tête, non, moi je prends une surface, je n'y mets qu'une plante, tout le reste est un ennemi. Ben oui. Alors ça nous a nourris de façon assez facile, mais aujourd'hui ça nous pose de gros problèmes. Donc il va falloir réinventer énormément de choses. C'est pour ça, même si ce livre s'appelle Dévastation, au fond, il n'est pas pessimiste. Je l'admets. Il ouvre à des perspectives. C'est vrai que le titre est trompeur et c'est aussi pour ça que je voulais que la note de la fin soit cette proposition que vous faites. Dipesh Chakrabarti, you spoke
Thursday about a term that really stayed with me. You talked about we should develop technologies that build diplomacy with nature. Can you maybe delve on this idea and feel free to elaborate on your conception of what should we do with these technologies and the paradox that they put us on? And I know you don't want to talk about the way forward, but your global idea of like maybe one tool that people can take away. Thank you. Donc, si je me souviens bien, mardi dernier, vous avez parlé du développement des technologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Également, vous avez parlé du fait qu'il fallait développer les technologies, mais dans une relation diplomatique avec la nature. Et également, j'aimerais savoir, selon votre point de vue, qu'est-ce que l'on va faire de cette technologie? Et enfin, si vous vouliez laisser au public quelque chose que ces gens pouvaient ramener chez eux après cette rencontre sur l'idée du global et du planétaire, j'imagine. Thank you. So, Dominique spoke about plastics and human-made artifices in terms of that they're not fit for being recycled by nature. I mean, often nature works by making somebody's waste the input for somebody, right? And plastics, you cut the cycle. Let me talk about that as a historian in temporal terms. Same problem. And I'm drawing on Hans Jonas's work on responsibility and some of the anecdotal things that I think Hariri, the Israeli historian in Homo sapiens, speaks of interestingly. So there's a speed of learning that applies to the animal world, including us, which happens on an evolutionary scale. So when the lions became really efficient hunters, their prey, deer, learned to run faster. And that way there was a balance, right? What happens, so when humans caught fish, before modern trawlers and shipping technology, on a boat, there were many fish you couldn't catch. So the fish were not scared of the boats in that sense. And the argument is such animals learn, but over millions of years. And evolutionary change happens over millions of years or hundreds of thousands of years. So if we had taken millions of years to develop fishing trawlers, the fish would have learned how to escape these trawlers. But in terms of the speed of learning, we introduce these things that catch them by surprise. So the reason why you can catch so many fish in the sea is that it takes them a long time to learn about how to avoid the trawlers. And in the meanwhile, you catch them so fast in such great quantities that you make them extinct. Right? So let Loman translate that and come back. Donc je vais réagir aux propos de Dominique sur le plastique, sur l'artificialisation due à l'activité humaine, et notamment sur le fait que ce que l'humanité produit n'est plus recyclable par la nature. En l'occurrence, le plastique ne respecte plus ce cycle auquel on était habitué. C'est-à-dire la nature prenait un élément qui n'était plus utile pour le mettre dans un autre cycle où l'élément était utile. Et donc moi j'ai une vision, donc comme historien, de l'évolution de notre espèce, les Homo sapiens, et de l'évolution des autres espèces, les animaux. Toutes ces espèces ont un temps d'apprentissage, une vitesse d'apprentissage. Exemple, quand les lions sont parvenus à devenir plus efficaces dans leur chasse et arrivaient à attraper plus d'antilopes, eh bien les antilopes, elles ont appris à courir plus vite. Quand l'Homo sapiens, je parle de ça il y a longtemps, du bateau, pêchait des poissons, pêchait quelques poissons avec des filets, au départ les poissons n'avaient pas peur du bateau et donc grâce aux filets on pouvait attraper des poissons. Mais pour que les animaux apprennent et évoluent,
Il faut des millions d'années, ou au moins des centaines de milliers d'années. Et donc, si nos chalutiers modernes avaient été introduits sur une plus longue période, à ce moment-là, peut-être que les poissons auraient pu apprendre à les éviter. Mais nous les avons introduits tellement rapidement que les poissons, par surprise, se font attraper dans des quantités tellement importantes que l'espèce n'a pas le temps d'apprendre, n'a pas le temps de développer des parades, et donc l'espèce court le risque de l'extinction. So, the other thing that Hariri points out, when you look at stone tools that hominins used, so I'm speaking of at least million years ago, like, they discover that our ancestors' tools were mainly from breaking bones. And the reason was that in the food chain, our ancestors were pretty low. And they could only eat meat after the animals had had their share. So they had to break bones to get to the marrow. Right? From there to the rise to the top of the food chain or the food web has happened very quickly thanks to technology. Thanks to technology. So technology is essential to the story of the great acceleration of everything human in the last 70 years. And so something I've learned from working on this literature is that we are a minority form of life. The majority forms of life are microbes. They do a lot more to keep life going than we do. We become destructive of life. So, I think of Deleuze's discussion of Kafka as a minoritarian thinker, and the question is, how do we think about technology and the future from the knowledge that we are dominant, but actually a minority form of life? Thank you. Une autre réflexion, c'est que les espèces d'hommes, notre espèce Homo sapiens et des espèces antérieures, étaient quand même au bas de la chaîne alimentaire et devaient se contenter de casser des os pour pouvoir manger la moelle des os, pendant que d'autres espèces étaient au sommet à l'époque. Puis très rapidement, notre espèce a atteint le sommet de la chaîne alimentaire grâce à la technologie. Au cours des 70 dernières années, j'ai vu une augmentation exponentielle de la technologie. Et pourtant, nous sommes une forme de vie minoritaire, parce que la majorité des formes de vie sont des formes de vie microscopiques. Et donc, il faut pouvoir arriver à percevoir la technologie tout en étant conscient du fait que nous sommes une forme de vie qui n'est pas du tout majoritaire, et qui pourtant a un impact sur notre monde. Merci beaucoup à vous deux pour tous ces apports qui nous font aussi réfléchir. Alors, on a très peu de temps. C'était un peu le risque d'avoir une discussion aussi enrichissante, mais aussi avec ces enjeux. On peut prendre une, voire deux questions très courtes avec des réponses extrêmement courtes. Je suis désolée pour cette frustration, mais c'est parce qu'il y a des événements qui passent par la suite. Alors, il y a monsieur qui lève la main. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, les deux messieurs là et... Voilà, question de genre. Alors, je suis désolée, je vais devoir trancher. On va prendre monsieur et on va prendre madame et on devra s'arrêter là. Il y aura possibilité de poser vos questions ensuite aux auteurs parce qu'il y aura des moments de dédicace. Merci. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. J'avais une question par rapport au rôle de l'État, de l'idée que l'État est intimement lié à la modernité, au système énergétique, à la croissance. Est-ce que l'État, ça peut être considéré comme un obstacle ou quelque chose qui participe à l'émancipation dans cette question de crise environnementale? Merci. Alors pour ma part, j'ai aucun doute, et c'est la conséquence de ce que j'ai dit au début sur la liberté. L'État, c'est la condition à la liberté, quand il fonctionne normalement. Et aujourd'hui, le rôle, je dirais, essentiel de l'État, ça serait de faire la médiation entre les contraintes
environnementale globale et les jeux démocratiques internes. Si vous prenez le climat, l'atmosphère est brassée en 3 semaines. Ça ne peut se faire, ça n'a de sens qu'à une échelle globale. Et donc l'État va être l'instance médiatrice entre les objectifs globaux et la façon dont les citoyens peuvent s'y confronter à une échelle locale. Et c'est la même chose parce que on parle du climat. Ok, le climat c'est évidemment très important, mais le climat c'est simplement le moyen, c'est chaleur, humidité. La fin c'est la vie, c'est l'épanouissement de la vie sur Terre. Et donc les aspects écosystémiques sont fondamentaux. Le problème du climat c'est qu'il est en train d'accélérer le taux d'érosion des espèces, d'accord, de la disparition des espèces. Et donc l'État a un rôle vraiment fondamental. Et il est aussi l'intermédiaire entre les êtres humains et les autres espèces. Les êtres humains, leurs désirs, leurs besoins et les contraintes du système planétaire. Donc il est là pour faire que, si vous voulez, que l'exercice de la liberté n'en détruise pas les conditions fondamentales qui renvoient à ce que Dipesh appelle la planète. Ok ? Donc ça, c'est le rôle fondamental de l'État. Et on le voit même pour les droits humains. Lorsque l'État est défaillant, eh bien la liberté devient celle du renard dans le poulailler. Donc l'État a vraiment un rôle fondamental. Mais compte tenu de la place où il est, s'il commence à dériver, alors là ça va très mal, et pour l'un et pour l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une dérive autoritaire et de destruction accélérée des écosystèmes. Merci beaucoup. And very quickly, to add to what Dominic said, is 2 things. One is that if you look at greenhouse gas emissions, about 12 nations account for 80% of the emissions. So there is a lack of democracy between states, unequal power between states, and that needs to be addressed. And India and China are part of the 12 nations. And of course, United States and most of the places that I benefit from. Second point is what Dominic was saying. How do we bring the non-human, both non-living things like mountains, glaciers, the Amazon forests, which is living, but also the non-human living things, both trees and insects and other things which we need. That conversation has been started in some places, like you mentioned, Bolivia, and Chile had a very interesting constitution that didn't get the assent. Those 2 are still the political tasks for the future and now. Thank you very much, Dipesh Chakrabarty. Madame, vous voulez poser votre question? C'est bon? Non. Alors, pour rajouter à ce que Dominique a dit rapidement, je tiens à souligner le fait que 12 nations au monde produisent 80% des gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère. On voit là un réel déséquilibre démocratique. On voit que les pouvoirs entre les États ne sont pas les mêmes. Et parmi ces nations, bien sûr, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a les États-Unis et beaucoup de pays dans lesquels j'ai vécu. Deuxièmement, la question se pose de comment inclure ce qui est non humain, le non-vivant. Je parle ce que nous, on considère comme le non-vivant, mais je pense aux montagnes, je pense aux glaciers, je pense à l'Amazone, je pense également aux arbres, aux insectes. Comment les inclure dans ces raisonnements? En l'occurrence, je vous invite à regarder la Constitution du Chili, qui est très intéressante à cet égard. Merci Loman, et désolé, et merci d'avoir lancé l'alerte, vous êtes très réactifs, c'est très bien. Madame, vous voulez poser votre question? C'était vous? My question is more for Dipesh Chakrabarty. You mentioned Hannah Arendt and the fact that she stated that one had to be free from want. Of course, I think want is perhaps the source of everything that is happening. But have you developed that question? Have you thought about how to tackle that?
voilà, ma question était plutôt à Deepak Chakrabarty, disant que il a mentionné à Hannah Arendt qui parlait de la liberté, du désir d'avoir, en fait. Et ma question étant de lui demander, mais comment est-ce que l'on traduit ça dans notre monde aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Deepesh. Thank you for helping reducing Loman's work. Yes, I have. So very briefly, fundamentally it seems to me that the ideas of freedom, whether of sustenance, the different kind of liberties you want to speak, to disagree, to move, to travel, as such, are not dependent on the consumption of so much energy. And that's why you could imagine, or we could have somebody like Gandhi, who did benefit from fossil fuel because he traveled a lot on steamships, and he published a lot on presses that ran on coal-produced energy, but who still could imagine a world, or John Ruskin, and there are other people you can think about, who could imagine a world where you had these freedoms, but you were not dependent on so much energy. And probably that goes back to Dominic's vision of a more diversified world. So the question is really, how do we disentangle the ideas of freedom, which in themselves are not bad things, but from this monomaniac, dependent on a global one lifestyle that everybody has to have, which is choking life on the planet. So it is this addiction to a high energy lifestyle from which we have benefited in the past. Child mortality went down. Maternal mortality went down. So it's this very creative, complex task of trying to imagine how we keep these freedoms, but disentangle them from the larger system that is actually destroying those freedoms. Thank you very much. Oui, donc je pense à cette idée de liberté par rapport à la durabilité, par rapport à la liberté de parler, la liberté de ne pas être d'accord, la liberté de voyager. Toutes ces libertés sont très bonnes. Et je pense que ces libertés ne dépendent pas forcément de l'énergie. Gandhi voyageait sur un bateau qui est ému par la vapeur, par exemple. C'est moins d'énergie. Et je pense également à la diversité qu'évoquait Dominique. La liberté, c'est bien, oui, mais il ne faut pas envisager cette liberté seulement à l'aune de l'unique style de vie auquel toutes les populations de la planète devraient aspirer. En fait, il y a une véritable addiction à ce style de vie qui nous a été imposé et auquel on devrait, par principe, aspirer. Ce style de vie nous a permis de réduire la mortalité des enfants, des bébés, la mortalité des femmes enceintes. C'est bien, mais on peut imaginer ces mêmes libertés avec beaucoup moins d'énergie, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Loman, pour ton travail de traduction. Merci à vous pour votre attention et pour vos questions. Comme je l'ai dit, les deux auteurs vont être disponibles pour des dédicaces de leurs livres. Donc, s'il y a des questions qui vous traversent, n'hésitez pas à les poser à ce moment-là. Les dédicaces seront à partir de 14h sous la tente des auteurs. Parce qu'il faut quand même que tout le monde mange et tout le monde se repose. Je vous remercie les deux pour ces apports à la fois réflexifs et théoriques. Et comme vous l'avez très bien dit aussi, Dominique Bourg, malgré le livre, il y a des horizons et c'est aussi ce que Deepak Chakrabarty a proposé avec sa dernière intervention. Donc je vous invite vraiment à vous faire votre propre idée de ces contenus et je vous souhaite une très bonne suite de programme. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Les enjeux de l'écologie dans l'aventure humaine avec Dominique Bourg et Deepak Chakrabarty, enregistré le dimanche 1er septembre au Casino de Morges,
par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.